Bonjour Geoffroy Roch de Bazieux, merci d'être avec nous dans BFM Politique. La RATP s'est fortement mobilisée vendredi, plusieurs lignes de métro fermées, quasiment toutes, du jamais vu depuis 12 ans. Est-ce que vous comprenez cette colère contre la réforme des retraites ? Alors, juste peut-être prendre un peu de recul avant de répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme ? Alors ça, on y reviendra, mais sur cette colère, non, mais la colère, il faut la comprendre aussi par rapport à ce qui est prévu. Pourquoi il y a eu les régimes spéciaux en 1945 ? Mais vous Parce qu'il y avait des métiers particuliers. Non, mais je vais répondre à la fin de la réponse, mais je voudrais juste expliquer pourquoi il y a eu les régimes spéciaux et pourquoi ils n'ont plus lieu d'être. On faisait des régimes spéciaux à la RATP, à la SNCF, dans d'autres métiers, parce qu'il y avait des conditions d'exercice du métier qui étaient très particulières. SNCF, c'est très connu, c'est les conducteurs de nuit, etc. On est maintenant plus de 70 ans après, les conditions ont changé, et il y a un problème d'équité. Alors, effectivement, quand on est rentré... la nuit à la RATP, mais justement, c'est pour ça que dans le projet tel que je l'ai compris, il y aura bien des conditions de pénibilité pour certains métiers. Alors évidemment, les gens qui sont rentrés à la RATP en espérant pouvoir partir à la retraite à 52 ans, je comprends, si vous voulez, qu'ils soient mécontents. Mais il faut aussi comprendre, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un problème d'équité vis-à-vis du reste de la population, qui part beaucoup plus tard. Et le chauffeur de bus, c'est un exemple qui a été pris par le Premier ministre, mais il est assez bon. Le chauffeur de bus d'une municipalité pour un bus municipal et celui de la RATP n'ont pas du tout les mêmes conditions. Donc il y a un problème d'équité. Je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Oui, prendre les franciliens en otage, parce que ça a été le cas, ça a été une galère énorme pour tous les franciliens. Ça n'est pas normal. Et le service minimum, alors cette loi de 2007 sous Nicolas Sarkozy qui n'a pas fonctionné ? Évidemment, elle devrait s'appliquer. J'ajoute un point. Comment ? Sanction ? Amende ? Ça, c'est pas ma décision, c'est celle de la direction de la RATP qui devrait s'appliquer. Mais j'ajoute un point. Dans le projet tel qu'il a été présenté par le Premier ministre, on parle de 2040, c'est-à-dire dans 21 ans. Alors, je veux bien qu'on se mette en grève pour tout bloquer. Applicable à partir de 2025. Non. La convergence des régimes spéciaux, c'est 15 ans après 2025. Donc 2040. Donc, ce sont des gens qui viennent de rentrer à la RATP, dont l'espérance de vie est probablement au-delà de 85 ans, qui passeraient plus de 35 ans à la retraite. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous appelez d'ailleurs tous les syndicats aujourd'hui dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France à jouer le jeu de cette réforme, de cette concertation. Mais est-ce que vous jouez le jeu, vous ? En tout cas, avoir un diagnostic partagé. Parce que si vous voulez, il y a un déni de vérité qui est quand même très particulier et qui est spécial à notre pays. On est le pays qui passe le plus de temps à la retraite. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs. 27 ans, la durée moyenne, évidemment c'est une moyenne, 27 ans à la retraite. Il y a un chiffre qu'on ne peut pas contester. Il y a 1,7 actifs par retraité, il y en aura 1,4 dans 20 ans. Donc il y a un problème de démographie. Et donc, quelle que soit l'opinion politique des uns et des autres, quel que soit le côté de la table où on se trouve, on ne peut pas nier ces faits. C'est pour ça que moi j'appelle les syndicats, en tout cas ceux qui font preuve, j'allais dire, d'honnêteté intellectuelle, à dialoguer. Et vous êtes prêt à faire quel compromis, vous, quelle concession pour aboutir à cette réforme ? Mais j'ai pas de concession à faire. C'est pas un dialogue entre les syndicats et le patronat. C'est d'essayer de faire un diagnostic partagé dans la société pour trouver les solutions les plus justes possibles. Et je le dis à Laurent Berger, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect, dire que quand on a 10 milliards de déficit en 2025, ce que dit le corps, c'est l'épaisseur du trait. Je trouve ça presque dangereux, si vous voulez, pour, au fond, la crédibilité d'abord de la parole publique, et même pour ce que les Français, qui ont quand même malheureusement historiquement un appétit pour le déficit en disant on verra bien, on les pousse dans ce mauvais système. Il faut reconnaître les faits, les chiffres. Et cet argument est utilisé par l'opposition, les opposants à cette réforme. Laurent Berger, vous l'avez dit, mais aussi Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pour eux, il n'y a pas de question d'équilibre du régime des retraites, justement parce qu'ils parlent de 9-10 milliards sur 310 milliards d'euros. D'abord, ce raisonnement de 10 milliards sur 300 milliards est extrêmement dangereux. Je suis désolé, pour le MEDEF, pour les entreprises, pour les Français, 10 milliards, c'est pas l'épaisseur du trait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cette réforme ? Oui. On a besoin de faire cette réforme pour deux raisons. Parce qu'on a un système qui est extrêmement complexe et où il y a un problème d'équité. Il n'y a pas que les régimes spéciaux, bien sûr. Les femmes ont un tiers de retraite en moins, de pension en moins, que les hommes. Les salariés qui ont commencé tôt ont un problème de valeur de leur pension. Ceux qui ont des carrières hachées, notamment les gens qui enchaînent des CDD, ont aussi un problème de pension. Donc il faut réformer. Et il ne faut quand même pas oublier qu'en 2017, les Français ont voté pour un programme présidentiel où c'était marqué en toutes lettres.
On n'est pas 10 ans après, on Alors, est 2 ans et demi après. Vous mettez en avant l'équité, la justice. Ce n'est pas du tout l'avis de Marine Le Pen qui estime que cette réforme aggrave la précarité. Je vous propose de l'écouter. À aborder des sujets qui sont des sujets fondamentaux pour l'avenir de nos compatriotes. Je pense évidemment à la réforme des retraites que je vais combattre avec la dernière énergie car je crois qu'elle aura des conséquences en termes de précarité sur l'ensemble de nos compatriotes, pas seulement quelques-uns comme on cherche à nous le faire croire en évoquant des régimes spéciaux et en prenant celui qui est peut-être le plus caricatural. Non, c'est l'ensemble des Français qui partiront un jour à la retraite sans savoir combien ils pourront toucher et avec évidemment une retraite beaucoup plus basse que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, elle est mauvaise pour tous les Français. Prenons le problème à l'envers. Si on ne fait rien, qu'est-ce que dit le corps? Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est pas le MEDEF, c'est un organisme qui réunit à peu près tout le monde et qui est le spécialiste. Qui doit rendre un rapport. Qui va rendre un rapport. Mais il l'a fait en juin 2019. Je ne pense pas que le rapport soit très différent. Il dit qu'en 2040, les pensions, la retraite des Français, qui est aujourd'hui à peu près de 56% de leur salaire moyen, passera à 30%. Donc, là où on va assister à une paupérisation, là où on va assister à ce que décrit Marine Le Pen, c'est si on ne fait rien. C'est ça la réalité. Tout le reste, je suis désolé de le dire, c'est de la démagogie pure. Donc il faut faire cette réforme. Et j'ajoute un point, on parle de 10 milliards. Et j'interpelle de nouveau Laurent Berger, il dit, et je suis d'accord avec lui, il faut plus d'équité. Mais l'équité, il faut la payer. Si on augmente la pension des femmes, par exemple, en augmentant le temps passé à s'occuper des enfants, eh bien, il va bien falloir qu'on le paye. Et on le paye de quelle manière? Il y a 3 solutions. On augmente les cotisations. Ça augmente le chômage et malheureusement, ça aggrave les déficits. On baisse les pensions, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, la seule solution, c'est d'augmenter les recettes en travaillant plus longtemps. L'âge légal ou la durée du temps de travail. C'est vraiment un deuxième niveau de discussion, si vous voulez. Je pense que là, on rentre dans la technique, en quelque sorte, et que le débat a été mal commencé. Nous, on pense qu'il faut un âge pivot. A parlé d'une durée de l'âge légal. Mais si vous voulez, ça, c'est une mécanique. Il faudra que les Français travaillent plus longtemps. D'ailleurs, ils le savent. Vous savez, les Français sont intelligents. L'âge moyen de départ à la retraite dans le privé, c'est 63 ans, 63,4 exactement. Vous parlez du privé, il y a une différence. Il y a une différence, mais les salariés du privé, dont l'âge légal est à 62 ans, vont travailler plus longtemps. Ils travaillent plus longtemps. Sur la méthode et le temps, le Premier ministre aujourd'hui assume cette réforme, elle prendra le temps qu'il faut. Est-ce que ce calendrier est tenable, un projet de loi avant l'été? Moi, je ne suis pas contre, j'allais dire, cette méthode qui prend le temps. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement anxiogène pour les Français. Il concerne tout le monde. Il ne concerne pas que les partenaires sociaux. Et si cette réforme doit être, j'allais dire, la der des der... Mais vous croyez qu'elle verra le jour? Vous avez confiance moi, en la capacité réformatrice d'Emmanuel Macron? Moi, je crois d'abord en la parole de l'État. C'était dans le programme présidentiel. Ça a été redit par le Premier ministre. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole des uns et des autres. Ce qu'il ne faut pas, effectivement, c'est qu'on renonce. Parce que si on renonce, ou si ça n'est pas la dernière réforme, les Français qui sont déjà très inquiets de leur retraite n'y croiront plus. Alors c'était chez un confrère là, cette semaine et j'entendais un son pareil d'une auditrice de Limoges qui avait 28 ans et qui disait, moi de toute façon je commence à épargner parce que j'aurai pas de retraite. C'est ce que pensent les Français. Et donc si on doit leur redonner confiance, il faut vraiment que ça soit une véritable réforme, à la fois paramétrique et systémique. Emmanuel Macron vante l'acte 2 de son quinquennat et dans cet acte 2, plus d'écoute justement sur la réforme des retraites, faire avec et non plus sans les Français. On l'a vu auprès de Français plus pauvres, défavorisés cette semaine. Est-ce que pour vous, il a tourné le dos aux patrons, aux riches? On en reparle dans un instant, mais d'abord on écoute le président. Je crois très sincèrement que la pauvreté, c'est pas un statut. Et que l'entrepreneuriat, c'est pas réservé aux start-up. La guerre qu'on doit mener tous ensemble, ça n'est plus une guerre de position. C'est une guerre de mouvement, celle qu'on mène contre la pauvreté. On ne peut la mener que si on réussit. La ministre a parfaitement décrit chacune des entreprises, depuis le début, qui sont conduites par le gouvernement. Si on arrive à ce que tous ces moteurs, en quelque sorte, s'allument. Est-ce qu'il a changé, Emmanuel Macron ? C'est plutôt au commentateur journaliste de le dire. Moi, vous êtes un acteur direct. Je vais faire 2 commentaires, ça ne donne pas sur le son. Le premier, c'est que le MEDEF n'a pas entendu Emmanuel Macron pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux start-up et que c'est la meilleure façon de sortir des gens qui veulent s'en sortir de la pauvreté ou en tout cas d'un statut social difficile. La deuxième chose, c'est, et pardon d'être un peu critique, mais c'est pas parce que c'est bon pour l'entreprise que c'est mauvais pour les salariés. Cette idée très française,
un peu marxiste quand même, de dire c'est un gâteau et donc si je donne d'un côté, je prends de l'autre. Je pense que ça correspond plus à rien. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron est marxiste? Non, je veux dire simplement que vous avez un petit fond marxiste. Non, mais en disant c'était le président des patrons et maintenant c'est le président des pauvres. Ça n'a aucun sens. Comme ça dans sa communication gouvernementale aussi. Oui, mais si vous voulez, c'est de la caricature. François Hollande, dans la dernière partie de son quinquennat, a fait un pacte de responsabilité donc, qui a permis de créer presque 1 million d'emplois, 924 000 exactement. Ce n'était pas le président des riches ni le président des patrons. Le sujet, c'est qu'en baissant les charges sur les entreprises, on leur permet de faire des marges, on leur permet d'investir et on leur permet de créer des emplois. Est-ce que cette politique va s'arrêter? Parce que c'est ça votre question, au fond. Est-ce qu'on va avoir un tournant c'est une question. Je vais dire la vérité, c'est une question. C'est vrai que le budget 2020 peut poser la question, puisqu'il y a un énorme effort. Plus les ménages, la baisse des impôts. Il y a une redistribution très forte vers les ménages, plus de 5 milliards d'euros. Et pour la première fois depuis 5 ans, les impôts sur les entreprises ne vont plus baisser. Ça vous inquiète? Que ça pose question. Ça pose question. Et je veux dire, ça pose question pas tellement sur l'orientation politique, mais sur l'efficacité, puisque la ministre du Travail, le gouvernement, a un objectif de 7% de chômage. Et c'est vrai qu'on est à 17 trimestres de suite de baisse du chômage et de création d'emplois dans les entreprises privées. Pourquoi? Je reviens au point précédent, parce qu'on a baissé le coût du travail. Si on s'arrête, l'objectif de 7%, surtout que la conjoncture est quand même inquiétante, l'objectif de 7% risque de ne pas être atteint. Mais est-ce que vous regrettez quelque part de ne plus être les chouchous d'Emmanuel Macron, alors qu'au début de ce quinquennat, suppression de l'ISF pour les entreprises, baisse des charges patronales, effectivement? On n'a jamais été les chouchous, mais ne c'est pas les patrons, c'est les entreprises d'abord, ça c'est le point important, et c'est les Français, parce que les 924 000 personnes qui ont trouvé un emploi, c'est eux les chouchous de cette politique, c'est pas le patron, c'est grâce à cette politique, mais qui a commencé en 2015, il faut le dire, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant, qu'on a une politique qui est effectivement tournée vers l'entreprise. Ça s'appelle une politique de l'offre. Et ça marche. Et donc je trouve dommage, risqué pour le chômage, parce qu'au fond, pas les entreprises qui vont être pénalisées, c'est les chômeurs qui seront pas recrutés. Mais Gérald Darmanin le dit en présentant son budget, il prépare les esprits. Attention, les patrons aujourd'hui doivent être moins égoïstes. Alors j'ai pas entendu cette phrase, mais je n'ai pas une question d'égoïsme. Quand on a des marges, on investit, on embauche. Et je regrette, vous savez que ce budget 2020 bénéficie d'une conjoncture exceptionnellement favorable du point de vue des taux d'intérêt, puisque pour la première fois, quand l'État emprunte, ça lui rapporte de l'argent. Probablement plus de 5 milliards d'euros l'année prochaine. Ces 5 milliards d'euros, on peut les distribuer en pouvoir d'achat. Effectivement, électoralement, c'est plus payant. Mais on sait très bien que la bonne manière de faire, la bonne manière de construire de l'emploi dans la durée, c'est la politique de l'offre. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce qu'Emmanuel Macron a encore besoin de vous, non pas vous en tant que personne, mais le patron du MEDEF, puisque lui, il tutoie les patrons, il les connaît très bien après son passage à Bercy. À quoi sert le MEDEF encore aujourd'hui? Je veux dire, il tutoie quelques patrons du CAC 40, mais le CAC 40, il y en a 40. Et en France, vous avez plus de 3 000 entreprises, on avait 170 000 de plus de 10 salariés, et c'est eux qui font l'emploi. Vous voyez, j'étais à Châtellerault jeudi. Un bassin industriel. J'ai vu des entreprises de 10, de 15, de 30 salariés. C'est là où se fait l'emploi, c'est là où se fait la croissance. Et les adhérents du MEDEF, ils sont là, 47 salariés en moyenne. Donc il a besoin, c'est pas il a besoin d'ailleurs, la France a besoin de ses entrepreneurs et de ses entreprises. Est-ce que vous avez rendez-vous, je reviens sur la réforme des retraites rapidement, vous avez un rendez-vous à l'Élysée, à Matignon, très bientôt? J'ai pas reçu l'invitation, mais je ne doute pas qu'elle va arriver. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Il est 12h24 quasiment. C'est l'heure de Politique au quotidien avec Olivier Beaumont. Rebonjour pour Le Parisien. Aujourd'hui en France, c'est à vous Olivier.